Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici d'abord le sommaire. Le projet de loi relatif au casier judiciaire national automatisé et celui modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de services du médiateur de la République sont à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale depuis ce matin. La préfecture du Golfe procède depuis ce matin au déploiement des anciens registres d'état civil vers ces communes. Il s'agit de rendre plus accessibles ces structures aux populations. 24 chefs d'État et l'OMS appellent à créer un traité international sur les pandémies. Ils estiment qu'aucun gouvernement ni aucun organisme multilatéral ne peut seul faire face à cette menace. Des explications dans ce journal. Et puis sport football, reporté pour augmentation des cas de Covid-19, le championnat national de football de première division démarre finalement samedi prochain. L'annonce a été faite hier par la FTF. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année ce mardi à l'Assemblée nationale. 2 projets de loi sont à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi relatif au casier judiciaire national automatisé et celui modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de services du médiateur de la République. Laure Abilly. Le projet de loi relatif au projet de loi organique modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services de médiateurs de la République a été adopté par l'Assemblée nationale en décembre dernier. Suite à la saisine du président de la République, la Cour constitutionnelle a rendu le 30 décembre 2020 une décision de non-conformité de l'article 2 alinéa 1er de la loi organique de la Constitution. Le présent projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 2. L'autre projet de loi sur la table des députés ce matin est celui du casier judiciaire national automatisé. La gestion du casier judiciaire est actuellement manuelle, son organisation et son fonctionnement en cours depuis plus de 37 ans ne permettent plus de remplir ses missions. La mise en place d'un casier judiciaire national automatisé aura l'avantage de résorber toutes ces difficultés. Le processus d'adoption d'un nouveau code de procédure pénale, toujours en cours d'élaboration, est susceptible de prendre encore du temps. La formule idoine pour permettre la mise en œuvre rapide du programme d'automatisation du casier judiciaire est l'adoption d'une loi spéciale, ce que le gouvernement attend ce matin des députés. Merci à vous, Laure Abilly. Les autorités de la préfecture du Golfe ont procédé ce matin au transfert des documents d'archives de l'état civil de la préfecture vers ces communes, notamment Golfe 5, Golfe 6 et Golfe 7. L'objectif de ce transfert est de rapprocher ces pièces de naissance, de mariage et de décès des utilisateurs. Il vise aussi à gagner le temps et à réduire les dépenses des populations. Agboche Komlan, préfet du Golfe. La loi demande à ce que ces archives soient maintenant dans les communes pour permettre aux citoyens d'aller si facilement dans les communes pour chercher les actes, les souches de leur acte de naissance, de décès ou de mariage. Nous avions aussi invité les chefs d'état civil à mieux servir les gens. Nous avions invité aussi les maires aussi à faire bon escient. Nous avions demandé à ce que la recherche des archives ne soit pas monnayée et nous avions donné des instructions fermes aux maires qui aussi vont appliquer la loi. Agboka Kossi, maire de la commune du Golfe 5, exprime sa reconnaissance aux autorités de la préfecture et promet d'en faire bon usage. Aujourd'hui, nos administrés seront facilement servis sans faire encore de distance pour venir prendre des souches chez la préfecture du Golfe. Les archives sont de nature à donner des informations dont on a besoin. L'état civil nous renseigne
sur les données de développement socio-économique d'une commune, renseigne l'État sur les informations sécuritaires. Et c'est pourquoi nous nous engageons à prendre soin des archives que nous avons reçues ce matin. Nous passons à l'actualité internationale. Le journal Bénédicte Kanda. Au Mozambique, le groupe État islamique a revendiqué hier les attaques menées depuis près d'une semaine sur Palma, ville portuaire située au nord du pays, à la frontière avec la Tanzanie. La prise de Palma aggrave un peu plus la situation humanitaire de la région, alors que des milliers de personnes locaux et travailleurs internationaux ont dû fuir. Le point de la situation avec Hortense Djoua. D'après les quelques témoignages qui en ressortent, Palma est désormais une ville fantôme. Les habitants se sont réfugiés là où ils ont pu dans l'urgence. Ils sont partis dans les forêts environnantes, marchant parfois pendant des jours et sur la mer, secourus par diverses embarcations. Le site gazier de Total, situé à quelques kilomètres et hautement sécurisé, a aussi vu affluer les civils. Ceux qui ont pu être évacués ont rejoint Pemba, un peu plus au sud, une ville qui recevait déjà de nombreux réfugiés ces derniers mois au fil des attaques qui ont fait depuis le début du conflit plus de 500 000 déplacés. Alors que les communications avec Palma sont toujours coupées, ces rescapés se retrouvent en état de choc sans nouvelles de leurs proches. L'ONU appelle au financement pour pouvoir gérer une telle crise humanitaire. Le gouvernement mozambicain, lui, communique très peu et se contente de parler de dizaines de victimes, en plus des 7 personnes officiellement décédées alors qu'elles tentaient de fuir un hôtel assiégé. Mais de leur côté, les ONG s'inquiètent du sort de centaines de disparus. La région, riche en ressources gazières, est secouée par les violentes attaques djihadistes depuis fin 2017 menées par un groupe qui se nourrit de la pauvreté de la région et de la colère des habitants. Ces terroristes se font appeler Al-Shabaab, les jeunes en arabe, et affirment être affiliés à l'État islamique. Hortense Djoua, afin d'affronter au mieux de futures crises sanitaires, plus d'une vingtaine de chefs d'État, le président du Conseil européen et le patron de l'OMS appellent à créer un traité international sur les pandémies. Il y aura d'autres pandémies et d'autres situations d'urgence sanitaire de grande ampleur. Aucun gouvernement ni aucun organisme multilatéral ne peut seul faire face à cette menace, expliquent les signataires. Des précisions avec Grace Goto. Effectivement, parmi les chefs d'État signataires de cette tribune figurent Emmanuel Macron, Angela Merkel, Cyril Ramaphosa, Paul Kagame et bien d'autres. Toutefois, les dirigeants de membres clés du G20, États-Unis, Russie, Chine, Japon, Inde et Brésil, ne figurent pas parmi les signataires de la tribune. Dans ce texte, les dirigeants appellent à élaborer un traité international sur les pandémies. Ils estiment que le Covid-19 tire parti de nos faiblesses et de nos divisions et qu'un tel engagement collectif renouvelé serait une étape importante pour consolider la préparation aux pandémies au plus haut niveau politique. Également signataires, le président du Conseil européen Charles Michel et le patron de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom doivent présenter aujourd'hui devant la presse ce projet de traité qui pourrait se fonder sur le règlement sanitaire international, un instrument juridique adopté en 2005. Charles Michel avait proposé un tel traité international en décembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU, appelant notamment à une meilleure surveillance de l'apparition des maladies infectieuses animales. Les dirigeants sont également revenus à travers cette tribune sur le sujet de la vaccination. Nous nous engageons à garantir un accès universel et équitable à des vaccins, à des médicaments et à des produits de diagnostic sûrs, efficaces et abordables pour cette pandémie et celles qui suivront. La vaccination est un bien public mondial, affirment les 25 dirigeants signataires. Merci à vous, Grace Goto. En plus bref, à présent, en Centrafrique, investiture ce mardi du président Faustin Archange Touadéra pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la Centrafrique. Parmi les hautes personnalités arrivées pour l'investiture, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et 2 premiers ministres, la Gabonaise Rose Christiane Asuka Raponda et le Camerounais Joseph Dion Ngouté.
Au Niger, l'investiture du président élu Mohamed Bazoum doit se tenir vendredi prochain. Le candidat malheureux Mahaman Ousmane continue de rejeter les résultats du second tour de la présidentielle du 21 février dernier. Hier, le chef du parti d'opposition RDR Tchanzi a annoncé un nouveau recours en justice et appelé ses partisans à manifester de façon pacifique à partir d'aujourd'hui. Présidentielle tchadienne du 11 avril prochain, 3 des 10 candidats qui se sont retirés officiellement du processus électoral mais ont été maintenus dans la course par la Cour suprême du pays ont leur nom et photos bien en place sur les spécimens de bulletins de vote qui ont été distribués aux partis. L'opposant Saleh Kebzabo, l'un de ces candidats malgré eux, comme il se nomme, s'est lancé dans une drôle de campagne dans le Mayo-Kébi, est au sud-ouest du pays. Il mène une campagne pour le boycott. Et puis en Birmanie, plus de 500 civils, dont de nombreux étudiants et des adolescents, ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'État militaire du 1er février dernier, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. L'ONG précise que le bilan est probablement beaucoup plus élevé, alors que des centaines de personnes arrêtées ces 2 derniers mois sont portées disparues. Sport pour terminer, football, éliminatoire Cannes 2021. Les éperviers du Togo sont sortis par la petite porte. Claude Leroy et ses hommes ont été battus hier lundi par le Kenya 2-1. Toujours au plan national, les acteurs du football peuvent pousser un ouf de soulagement. Le championnat national de première division démarre finalement le 3 avril prochain. Edo Assignon pour les détails. Suspendu en raison de la recrudescence des cas positifs à la Covid-19, le championnat national de football de première division va pouvoir enfin démarrer au Togo. La Fédération togolaise de football, dans un communiqué en date de ce lundi 29 mars, redonne le ton au démarrage des championnats à compter du 3 avril prochain. Pour que tout se déroule dans le respect des protocoles sanitaires liés au coronavirus, la Fédération togolaise de football demande aux responsables des clubs d'effectuer les tests PCR à tous les joueurs, aux membres de l'encadrement et des dirigeants avant le début des séances d'entraînement. Pour rappel, cette nouvelle saison 2020-2021 se déroulera à huis clos. Le Togo a une nouvelle fois échoué de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir manqué le rendez-vous égyptien en 2019, Claude Leroy et ses poulains resteront encore dans leur salon pour suivre la prochaine édition programmée au Cameroun début 2022. Battu par le Kenya 2-1 ce lundi au stade de Kégué à Lomé à l'occasion de la dernière journée, les éperviers du Togo terminent la campagne sur une note médiocre contre l'adversaire également éliminé. Sur le banc du Togo depuis 2016, le bilan du sélectionneur Claude François-Marie Leroy est en pointillé. Sur 35 matchs toutes compétitions confondues, le Togo a enregistré 9 victoires, 12 matchs nuls et 14 défaites. Et puis Europe pour finir, Sergio Aguero va bien quitter Manchester City cet été. Le club a confirmé l'information ce lundi en annonçant qu'un bel hommage sera rendu à l'Argentin, ralenti par des blessures ces derniers mois. Pour la suite de sa carrière, Sergio Aguero ne manquera pas de prétendants, car des clubs comme la Juventus de Turin, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone montrent déjà leurs intérêts pour le joueur. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg